Bonjour et bienvenue sur le plateau de Trade ou pas Trade, une émission entièrement consacrée à la bourse en général ou au trading en particulier. C'est aussi une émission qu'on appelle un document à caractère promotionnel parce qu'on y parlera produits de bourse de Société Générale. Mais vous l'avez compris, parler trading avec des traders que je vais vous présenter maintenant. À ma droite, bonjour Nicolas Chéron, bonjour. Vous êtes stratégiste boursier indépendant. Merci d'être avec nous. Merci. Jean-Luc Hussac, bonjour. Bonjour. Vous êtes président, fondateur, formateur au sein de Perceval Finance. Merci d'être avec nous. Dorian Abadi, analyste, meilleur taux placement. Merci d'être avec nous. Bonjour Dorian. Et Léa Jézéquel, vendeuse produits de bourse de Société Générale. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors cette semaine, c'est un peu spécial parce que trade ou pas trade, c'est un peu le rêve américain. C'est vrai, les actions américaines nous ont fait rêver pendant de longs mois. Si on regarde les big names, les grands noms de la cote américaine, depuis la crise Covid et en particulier leur performance. Souvenez-vous, on parlait de GAFA, G-A-F-A, pour Google, Apple, Facebook, Amazon. On parlait aussi de GAFAM, si on rajoute le M de Microsoft, ou de Natu, Netflix, Airbnb, Tesla ou Uber. Tous ces mini paniers d'actions, toutes ces actions américaines ont une performance exceptionnelle entre mars 2020 et décembre 2021, où elles gagnaient environ 100%, on peut le dire. En face, de l'autre côté de l'Atlantique, les indices européens étaient à la traîne. Mais depuis 3 mois, la tendance a changé puisque c'est maintenant un rapport de force en faveur des indices européens que l'on peut remarquer puisque les indices européens surperforment les indices américains. Et c'est ce qu'on va tenter de décrypter ensemble. Est-ce que cette tendance va perdurer ou est-ce qu'il est temps de se réintéresser aux actions américaines au détriment des actions européennes? C'est ce que nous allons voir avec nos spécialistes. Alors on commence maintenant avec la première rubrique, on refait la semaine. On refait la semaine, on commence tout de suite avec Nicolas Chéron. Vous allez nous parler du marché américain, tout ce que ça comporte aujourd'hui avec la macroéconomie, les marges des entreprises, les positions optionnelles, et puis vous allez nous parler aussi du taux d'épargne particulièrement bas. Je vous en prie, qu'est-ce que vous avez remarqué donc, sur ces marchés US? Alors, on peut remarquer que depuis plusieurs semaines, depuis le début de l'année, en fait, il y a une sorte d'inertie haussière. On a l'impression que les opérateurs ont cette fois envie de voir le verre à moitié plein, après une année 2022 qui a quand même été extrême sur les marchés américains. Plus de 30% de baisse sur le Nasdaq, ça faisait très longtemps que ce n'était pas arrivé. Je voulais tout simplement vous montrer plusieurs graphiques qui imagent un petit peu le cadre macroéconomique dans lequel nous sommes en ce début d'année. On parle de soft landing, d'atterrissage en douceur aux États-Unis, et c'est quelque chose qu'il va falloir suivre de très près, je pense. À savoir, est-ce qu'on va réussir à ralentir gentiment et à stabiliser les marchés, ou est-ce qu'au contraire, eh bien, les politiques de taux d'intérêt très fortes, etc., vont pressuriser les entreprises et leurs marges. Là, vous avez un graphique donc des marges nettes des entreprises du S&P 500. On peut voir que post-Covid, en fait, il y a eu une sorte d'euphorie, que ce soit sur les business et les actions. On peut voir que les marges des entreprises américaines avaient atteint des records historiques à cette période-là, et on peut voir que depuis, ces marges s'érodent petit à petit. Là, on est en plein dans les publications des entreprises en ce moment, et on va justement voir ce trimestre et aussi le trimestre suivant, quelles sont les implications d'une inflation beaucoup plus élevée que la moyenne des 10 dernières années, et est-ce qu'à un moment donné, les entreprises vont encaisser, ou est-ce qu'au contraire, leurs marges vont se contracter, les bénéfices vont baisser? On voit sur votre graphique qu'on est quand même toujours à des niveaux, en tout cas pour le 4e trimestre 2022, équivalent à ce qu'on était fin 2019. Exactement. On est revenu en fait sur les records précédents. Donc on va dire que la partie exceptionnelle de la partie Covid, post-Covid, post-relance exceptionnelle, a été digérée. Et maintenant, il va falloir voir si on arrive à se maintenir justement sur ces niveaux records de marge qui nous disent que les entreprises américaines vont très bien, ou au contraire, voir peut-être ce taux être sous pression. Donc on a aussi une tendance sur les marchés optionnels avec des volumes caractéristiques. Qu'est-ce qui se passe? Alors,
ça, c'est quelque chose qui montre l'instabilité grandissante, ou du moins l'instabilité potentielle grandissante qu'on pourrait avoir sur les marchés, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de traders de très court terme, et des tailles de position aussi de très court terme qui sont de plus en plus importantes. Là, vous voyez en fait le pourcentage des options qui ont des expirations extrêmement courtes. On parle des 24 heures. Donc on est dans des trades optionnels de très 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 court terme, et on peut voir que de plus en plus de monde s'intéresse à cela. Mais ça peut aussi vouloir dire que lors de mouvements de marché sur les indices de 3, 4 ou 5% comme on a pu en voir en 2022, eh bien ça pourrait vouloir dire qu'il y aurait du rouge sur les murs, si je puis dire. Donc ça veut dire qu'on est dans de la réaction de très court terme, de plus en plus forte, de plus en plus violente. Ça peut créer de l'instabilité, notamment s'il se passe sur les marchés des choses exceptionnelles, comme on a pu en avoir en 2022 avec le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et les réserves des particuliers américains ou l'ensemble de l'économie américaine sont au plus bas, c'est-à-dire que le taux d'épargne... Le taux d'épargne des Américains est au plus bas depuis 70 ans. Ah oui, donc il a fallu que voilà, je dézoome le graphique sur une période de presque 100 ans. En fait, depuis à peu près un trimestre, on nous dit les dépenses des ménages américains se tiennent bien. Ça va. On a réussi à monter les taux d'intérêt très forts aux États-Unis, pratiquement à 5%. On a l'immobilier qui se prend une grosse claque, mais malgré une inflation assez forte, l'économie américaine se tient bien et les particuliers continuent de dépenser. Or, quand on regarde un petit peu ce qu'il se passe dans le détail, eh bien, on peut constater deux choses un petit peu alarmantes. La première, donc, c'est celle-ci, c'est que les Américains, en fait, ont un bas de laine qui a littéralement fondu. Donc, toute l'épargne Covid, eh bien, ils l'ont dépensée. Et je n'ai pas ramené le graphique ici puisque j'en ai, sinon je vais vous asséner de graphiques. Mais l'autre graphique, c'est tout simplement les dépenses des Américains par carte bleue qui sont en train d'exploser. Ça veut dire que pour maintenir en fait leur niveau de dépenses, et ce qui fera dépendre aussi des chiffres d'affaires des entreprises, les Américains ont pioché dans leur bas de laine, n'ont plus d'argent de côté et désormais continuent de consommer, oui, mais à crédit. On est sur un taux d'épargne, on n'est pas forcément on va pas forcément chercher dans l'épargne, même si ça va venir, puisque avec un taux d'épargne négatif, on ira chercher dans le bas de laine, mais là, ils n'ont plus les moyens d'épargner. Voilà, donc dans les mois qui viennent, on va voir si ça commence à avoir un impact négatif sur les entreprises américaines, puisqu'on sait qu'une grosse partie du chiffre d'affaires des entreprises américaines dépend de la consommation des Américains. Jean-Louis, sur les marchés optionnels, sur ce comportement un petit peu spéculatif, sur des options à très court terme ou sur des variants à très court terme, est-ce que vous avez remarqué la même chose sur les marchés optionnels français ou sur les marchés des variants? Est-ce que vous voyez un comportement changer sur des politiques de couverture à très court terme ou spéculatives? Sur le marché français Euronext, sur les options centralisées, on va dire, il n'y a pas grand-chose. Hein. Franchement, c'est depuis maintenant des années, c'est Eurex qui vraiment capte tout l'intérêt. Le seul indice sur lequel il y a du business, on va dire, c'est l'Eurostock 50. C'est le benchmark en fait des gestions. Hein. C'est vraiment la référence avec SML en numéro 1, les VMH en numéro 2, etc. Donc c'est ce marché qui capte tout l'intérêt des options. Mais ça n'a rien à voir avec les options sur le SP500 où là, en effet, c'est incroyable. Ça traite de minuit à 23h, ça s'arrête 1 heure, ça reprend. Il y a des fourchettes, il y a des strikes tous les 5 points, il y a des fourchettes au quart de point ou demi-point parfois, mais c'est un marché qui est... Est-ce que vous observez sur ces marchés-là, vous voyez des implications sur les indices américains parce que vous oui, il y a chaque échéance, en effet. C'est incroyable, mais à chaque échéance... C'est trimestriel ou mensuel? Ah non, là c'est carrément dans hebdo et parfois 2 dans la semaine. Lundi, mercredi, vendredi. Alors parfois ça alterne, mais tous les vendredis certains, et parfois c'est lundi, mercredi ou mercredi, vendredi. Mais les vendredis toujours là, mais lundi, mercredi ça alterne. Et là vous avez à chaque fois un mouvement de 1,5%, 2% qui se fait, je pense... alors, si vous voulez, ce sont des mouvements qui pourraient faire peut-être 0,7, 0,8, mais en effet, les options, c'est une des caractéristiques des dérivés, sont des amplificateurs de mouvements. C'est parfois
très perturbant pour certains acteurs parce que, enfin, surtout ceux qui n'en ont pas l'habitude, mais ils surinterprètent ces mouvements et ils pensent que ça y est, ça va se casser la figure. C'est le début d'une tendance alors que c'est simplement quelque chose d'assez technique. Ah oui, on est tombé à 3900 et quelques à l'échéance de vendredi dernier. Le mercredi, on était remonté à 4030 et puis ça recommençait, ça rebaissé, ça remontait. On avait presque l'impression que c'était l'alternance, quoi. Et à chaque fois, vraiment des mouvements très nets qui se mettaient en place. Et ça, c'était les conséquences de rachat ou de clôture de position? C'est des conséquences de gestion de delta, c'est des conséquences de toute cette spéculation qu'il y a sur les options. En Europe, ça fait 20 ans que le marché a pris de l'ampleur. Aux États-Unis, ça avait démarré déjà en 74. Aux États-Unis, les options, c'est le démarrage, c'est 74. En Europe, en France, c'est 87. Et c'est quand même bien plus tard. Il y a 20 ans d'avant. Et en France, on est toujours resté extrêmement peu liquide, etc. Ou alors, il faut chercher des prix chez des market makers. Ou alors, il faut aller chercher des produits de bourse comme les varans ou la liquidité. Oui, alors là, parce qu'en fait, derrière le varan, le turbo, etc., il y a un market maker. D'accord. Sur la liquidité par contrat, avec un contrat d'apporteur de liquidité. C'est ça. Donc la SocGen, elle va dire, par exemple, en ce qui nous concerne, là, elle va dire, voilà, nous, on se place là et c'est différent comme marché. Là, sur les options, c'est triste, hein, mais ils ont un peu... Il se tire que les markets aussi demandent à être payés à un moment donné pour apporter les prix. Sur les marchés optionnels, oui. Ouais. Très bien. Et sur les indices aujourd'hui US, qu'est-ce que vous voyez comme tendance? Est-ce que vous pensez qu'on est sur une tendance plutôt difficile à dire. De rattrapage, ou est-ce que vous pensez que le rapport de force entre les marchés européens et les marchés américains va continuer à tourner en faveur des marchés européens? On peut penser que ça va continuer de tourner au profit des marchés européens. Ou alors, est-ce que si je vous dis, est-ce que c'est l'eurodoll qui aussi drive beaucoup d'intérêt et que l'euro progressant, le dollar, lui, est orienté à la baisse, il y a peut-être un flux d'investissement qui s'est mis sur l'euro et qui continue, si vous voulez, à parier sur le fait que l'euro va continuer de monter. Mais avant le retournement de l'euro par rapport au dollar, on avait une tendance inverse, puisqu'on était passé de 1,12, 1,13 à 0,97. Donc le dollar s'était fortement apprécié par rapport à l'euro. Ouais. Et pourtant, cette tendance de surperformance des marchés européens par rapport aux marchés américains est plus longue. Il y a eu plusieurs facteurs. Non, mais là, moi, je vous parle à court terme. Ouais. Avant, le facteur principal, c'était le coût élevé, enfin le prix élevé quand même des actions américaines, qui avaient été très fortement... les paris étaient vraiment assez optimiste, et donc on avait payé très cher. Donc oui, et puis il y a des divergences aussi assez importantes, vous l'avez dit, entre les technologies et puis les autres. Technologie étant plus sanctionnée que aujourd'hui, on a une stabilité. Il y a beaucoup de valeurs qui commencent à déclencher. Voilà. Alors là, ces derniers jours, une des dernières, après ça fait un peu peur d'y aller dessus, mais Tesla a déclenché un signal de reprise. Il y en a d'autres qui sont au bord on verra tout à l'heure, j'en proposerai une qui est au bord de déclencher. Alors évidemment, hein, celles qui sont au bord de déclencher ou qui sont encore dans une phase de déclenchement timide, on va dire, ce ne sont pas celles qui offrent les meilleures perspectives. Les autres, elles sont déjà parties. Hein. Coca-Cola, elle est quand même haute, Nike, etc. C'est intéressant, on va faire un focus maintenant avec Dorian sur Alphabet, hein, la maison mère de Google, hein, pour ceux qui ne l'avaient pas encore remarqué. Depuis 2015, exactement. Oui, ça fait un moment. Donc on ne la présente plus, en tout cas on ne présente plus Google. Alphabet, donc la holding, la maison mère, donc détient 240 entreprises. Bon, c'est le signe évidemment de la grande diversification que cherche à adopter le groupe, qui dépend encore beaucoup trop des revenus publicitaires de Google. Donc on a eu une année noire, bien sûr, pour les valeurs technologiques, particulièrement pour le Nasdaq. Nicolas en parlait, avec un moins 30% à peu près sur l'ensemble de l'année. Pour Alphabet, c'est moins 35% depuis les plus hauts de février. Et donc fin 2022, on a émis 2 recommandations au travers de meilleurs taux placement pour tabler sur un rebond sur plusieurs mois, plusieurs années, sur le Nasdaq et singulièrement sur Alphabet, la maison mère. On est rentré aux alentours de 95 $ l'action. C'est sensiblement le niveau actuel. On est rentré fin novembre. On a principalement 3 objectifs de moyen terme. Je vous coupe, vous avez tenu. Vous êtes rentré à 95, on est allé à 86, vous avez tenu la pause. Alors oui, non seulement, mais surtout, à nouveau, c'est du moyen-long terme. D'accord.
C'est du moyen long terme, c'est très important pour ce dossier-là parce qu'on vient la garder véritablement, on vient tabler sur un rebond potentiellement à horizon 2024-2025. D'accord. Avant cela, quand même, il y a des objectifs un petit peu intermédiaires. Les 117, 124 et le plus lointain étant sur 144 $. 124 d'ailleurs, c'est à peu de choses près, l'objectif du consensus de marché. Quand on regarde ce que les principaux cabinets d'analyse ont émis comme recommandation, on est sensiblement sur ces eaux-là. Donc, au-delà j'allais dire les soldes, c'est peut-être un bien grand mot, mais c'est vrai qu'un tel dossier complètement bradé en bourse, également parce que les revenus publicitaires ont baissé l'an dernier, c'est pas seulement une histoire de hausse des taux. Quand on est dans une période inflationniste, les grands groupes coupent en premier les budgets marketing, donc ça se ressent naturellement dans les revenus publicitaires de Google. Mais ça reste une entreprise absolument exceptionnelle au niveau de ses fondamentaux, en particulier de sa trésorerie. L'entreprise, la holding, a les moyens de ses ambitions pour se diversifier, parce qu'on connaît beaucoup Google, mais on connaît moins en général les activités d'intelligence artificielle et de stockage en ligne, de cloud, qui commencent véritablement à prendre une place de plus en plus intéressante, de plus en plus importante dans les revenus généraux d'Alphabet. Et c'est véritablement, de notre point de vue, un bon point d'entrée en dessous de ce cap symbolique des 100 $. On a vu cette semaine une procédure visant à regarder un petit peu la position antitrust de Google qui a été initiée. On voit que l'action n'a pas trop bougé. Pourtant, ça pourrait aboutir à un split de l'entreprise. De Google, on parle aussi beaucoup des autres GAFAM en la matière, peut-être un peu moins Meta, mais elles ont clairement fait un lobbying intense auprès des pouvoirs politiques ces derniers mois, précisément pour ne pas être divisées, pour ne pas être scindées. L'argument étant de dire principalement, si on casse, si on scinde les activités des gens américains, ça va profiter aux concurrents, pour ne pas dire aux ennemis chinois. C'est le principal argument de lobbying. Même si on est... Il n'y en a pas beaucoup. Je ne connais pas encore de Google européen. J'espère que ça viendra, mais... Très bien, merci infiniment. Maintenant, on va passer à la rubrique Le Zoom sur. Le Zoom sur avec Léa Jézéquel, vendeuse produits de bourse Société Générale, qui va nous parler de la manière dont on peut traiter les actions américaines avec des produits de bourse, c'est ça? Oui, tout à fait. Effectivement, grâce aux produits de bourse, vous avez certaines facilités de trading quand vous vous intéressez au marché US, et donc on va les évoquer ici. Alors, première facilité, c'est que vous avez la possibilité de trader sur des horaires qui sont plus confortables quand on est sur un créneau horaire français, puisque dès l'ouverture des produits de bourse français, soit 8 h du matin, vous avez la possibilité de négocier aussi les produits de bourse qui sont adossés à des valeurs US. Donc si vous avez une anticipation pendant la matinée d'un mouvement, vous n'avez pas besoin d'attendre l'ouverture des marchés US à 15h30 pour commencer à prendre une position. Et dans l'autre sens, c'est vrai aussi, puisque avec certains partenaires comme Boursorama, vous avez la possibilité de trader jusqu'à 22 h, ce qui vous permet de couvrir une large partie de la séance US. Ensuite, un des intérêts majeurs aussi, c'est de pouvoir investir sur des actions US via un produit qui est coté en euros. Donc même si la valorisation de l'euro-dollar a bien sûr un impact dans la valorisation globale du produit, vous n'avez pas directement à convertir des euros en dollars pour pouvoir acheter des actions en USD. Pas de frais de change donc. Voilà, exactement. Ensuite, avec les produits de bourse, vous pouvez couvrir plus de scénarios d'investissement qu'en vous positionnant directement sur l'action, puisque vous avez la possibilité d'investir à la hausse, mais aussi à la baisse, avec ou sans effet de levier. Donc les produits avec effet de levier, vous les connaissez, ce sont les turbos, les varants, les leverage and short, mais sans effet de levier, vous pouvez aussi vous positionner sur des trackers 100% par exemple. Et autre possibilité, c'est d'investir sur des scénarios alternatifs. C'est-à-dire qu'on a vu, l'année dernière, les valeurs US ont été énormément décotées. Cette année, il y a plus d'incertitudes. Quand vous avez une anticipation de mouvement finalement modéré, que ce soit la hausse ou la baisse, vous pouvez investir sur des produits comme des bonus capés pour aller améliorer votre couple rendement-risque sur des valeurs US. Si la valeur US en question ne touche pas une certaine barrière à la baisse. Exactement. Tous ces produits, bien sûr, ont un risque de perdre du capital en cours de vie et à l'échéance. Et dernier élément, vous avez la possibilité aussi de faire des économies entre guillemets sur vos frais de courtage en passant par des produits de bourse pour accéder aux actions US, puisque chez certains courtiers comme Boursorama Bank avec l'offre Bourso Markets, vous pouvez acheter des produits de bourse Société Générale adossés à des actions US en ne payant pas de frais de courtage, contrairement à un trading en direct sur des actions US. Tout ça, bien sûr, sur une gamme très étendue,
puisque Société Générale Produits de Bourse propose aujourd'hui plus de 80 références en termes d'actions US. Donc vous avez bien sûr tous les grands noms, mais aussi des actions un petit peu plus confidentielles, si on peut dire. Et des indices. Et des indices, bien entendu. Ceux qu'on connaît, Nasdaq, Standard & Poor's et Dow Jones. Merci beaucoup Léa. Je vous en prie. Passons maintenant à la rubrique le coup de cœur des traders. Le coup de cœur des traders, vous connaissez le principe. Chacun des traders autour de cette table a 1 minute pour convaincre les 2 autres sur un scénario d'investissement qu'il aura choisi et qu'il prévoit pour les semaines à venir. On va commencer par qui? On va commencer par Nicolas. Vous avez choisi Boeing, oui, l'avionneur US. Alors je vous en prie, on va préparer le chronomètre. 60 secondes, c'est parti. 3, 2, 1, à vous Nicolas. Alors, le principe est simple sur Boeing, c'est qu'elle est extrêmement propre graphiquement sur les derniers mois du rebond. On a un Dow Jones qui a été extrêmement fort, on a Boeing qui a été extrêmement forte, on a un rebond qui s'est passé entre 120 et 210 $, donc on est pratiquement sur 100% de performance en l'espace de 3 mois, 3 mois et demi. Donc c'est une action qui nous démontre voilà, qu'on est actuellement dans un beau rebond de marché et qu'une dynamique haussière est en train de se mettre en place. Et en fait ici, il y en a pour tous les goûts. C'est-à-dire que ce qui m'a plu dans cette action, c'est qu'elle a une tendance très claire, avec une délimitation très claire. C'est-à-dire que tant qu'elle est au-dessus des 203, 205 $, elle est haussière dans une tendance haussière, au-dessus d'un support de court terme, au-dessus d'une dynamique. Donc si on est positif sur les marchés, on peut se placer à l'achat sur ces niveaux-là avec un stop juste en dessous. Mais aussi, surtout, si les marchés devaient se retourner dans les séances à venir, si elles cassent les 202, 203, c'est un short qui pourrait être rentré. Vous êtes parfaitement en timing. Vous avez respecté parfaitement les 60 secondes. Merci beaucoup Nicolas, c'est parfait. Alors, Dorian, Jean-Louis, qu'est-ce que vous en pensez? Trade ou pas trade? Ah, c'est bien, on a un peu de contradiction. On va commencer par Jean-Louis, qui n'est pas tout à fait d'accord. Oui, parce que je ne suis pas d'accord sur le stop reverse, si vous voulez. Stop reverse, expliquez-nous. En fait, Nicolas dit sous 203, ouais. 202, même si on prend 200, hein, pourquoi pas, ouais. On peut prendre la marge. Hein. Il dit qu'il part à la baisse. Alors, moi déjà, les obliques comme ça, je me méfie énormément parce que l'importance... Les obliques, oui. Ouais, si vous voulez, ça veut dire que l'importance du prix qu'on regarde monte sur une oblique. Ok, mais... le prix pour moi, l'importance du prix pour moi est une constante. Donc j'ai l'habitude de regarder, enfin j'ai choisi dans mon approche depuis 40 ans que je fais ça, à un moment donné je me suis dit non, je vais regarder que les horizontales, très, très rarement les obliques. Et si vous voulez, pour remettre en cause un mouvement de hausse aussi puissant, en faisant un plus bas sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une douzaine de jours, c'est trop agressif. Ça, pour moi, ça ne remet pas en cause le mouvement. On peut très bien revenir à 185 et puis repartir comme une balle. D'accord. Voilà, donc je trouve que c'est... Vous n'êtes pas d'accord, mais sur le fond, vous êtes quand même d'accord avec Nicolas. Et, alors, oui et non, parce que... 185, ça fait 8% après, de gain, moi ça me va très bien. Oui, mais après, il y a aussi l'idée psychologique d'acheter, si vous voulez. C'est facile, entre guillemets, pour quelqu'un qui parle comme nous, hein, là... qui parlons tous d'ailleurs, de dire bah, on achète par exemple sur 202, 203, mais enfin quand il s'agit d'appuyer sur le bouton à 202, 203... Sachant qu'on revient de 120, c'est ça? Bah voilà. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a à la fois, si vous voulez, l'aspect purement technique et l'aspect psychologique, c'est pour ça que je mets stop. Très intéressant. Dorian, vous êtes plutôt en ligne avec Nicolas? Ouais. Ah, vous changez un peu d'avis maintenant que vous avez entendu. Vous ne voulez pas vous mouiller? Je partage, c'est vrai, sa première réserve sur le fait d'avoir potentiellement 2 scénarios sur le même titre. J'aime pas trop. En revanche, à très court terme, oui, ça peut être intéressant d'un point de vue technique. Pourquoi pas même avec un peu d'effet de levier. Concrètement, le fait de tabler sur un rebond de à peu près 208 à 216, 220, les plus hauts récents, pourquoi pas. Sur de tels pics, sur de tels niveaux, de mon point de vue, ça ne pourrait se faire qu'avec de très faibles volumes. Une faible exposition ou un faible levier. Mais en tout cas, oui, ça peut être intéressant d'un point de vue strictement technique et uniquement à court terme. Sur le long terme, moi je préfère 1000 fois plus Airbus, clairement. Mais oui, à court terme, il y a un trade. Moi aussi, je préfère Airbus. Voilà. Et c'est une spéciale américaine. Présente Boeing avec une opportunité de vente. Ouais. C'est très intéressant. C'est très patriotique. Vous attendez au tournant. Vive l'Europe. Alors, Dorian, c'est à vous. Oui. Attendez, on va mettre en place le chronomètre. Merci la régie, merci infiniment. C'est parti, 3, 2, 1, à vous.
Lockheed Martin. Oui, Lockheed Martin, pardon. Donc la première entreprise américaine du secteur de la défense et de la sécurité. C'est sensiblement le même scénario que pour Thales il y a quelques semaines. On a un range, un grand rectangle de prix dans lequel sont cadenassées les cotations depuis un an avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, assez large, de 400 à 490. Aujourd'hui, on est à 450, un peu haut pour cette opération de très court terme, amplifiée par l'effet de levier. Ce sont surtout les supports des 435 et des 415 qui m'intéressent pour tabler sur un rebond, en direction des objectifs, donc la cotation actuelle qui est une résistance, 448, 450, au-delà 470, et par extension, en étant un peu en train de prendre des risques, en étant audacieux, les 488. C'est technique, le moindre coup de chaud géopolitique vient réveiller de telles valeurs, évidemment, en particulier avec la guerre en Ukraine. Lockheed Martin, Thales, sensiblement le même scénario. Rachat 3 secondes, de support. donc quel niveau d'achat? 435 idéalement. D'accord, avec un objectif actuel, 450, par extension 470. Merci Dorian. Nicolas, Jean-Louis, qu'est-ce que vous en pensez? Trade ou pas trade? Vos petites manettes, vos raquettes de ping-pong, s'il vous plaît. Ah, attention Dorian. Alors, nous avons 2 pas trade, c'est intéressant. Nicolas, je vous en prie. Contre-argumentation. Je n'ai jamais tradé l'armement en fait. J'ai jamais mis à profit des scénarios haussiers ou baissiers sur des valeurs de l'armement. C'est un petit blocage psychologique, voilà. C'est très binaire, c'est-à-dire que si demain il y a des tensions effectivement exacerbées, on peut avoir une hausse de 10%, mais si demain on apprend qu'il y a un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie, toutes les valeurs de l'armement perdront 10%. Donc c'est ce côté, une news sort et va faire mon trade ou mon gain ou ma perte. C'est ce côté binaire que j'essaye d'éviter moi dans mes trades. Et puis après, à court terme, je la trouve quand même baissière. On est sorti du petit range entre 460 et 495 par le bas. On a un gap baissier, on a des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas, alors même que les indices montent. Donc je me pose la question, si demain les indices consolident, qu'est-ce qui se passe sur ce genre de titre? Généralement, un titre qui sous-performait quand les indices montent se fait casser la figure quand les indices baissent. Jean-Louis, à vous, maintenant. Quels sont vos arguments contre ce pauvre Dorian, qui visiblement est attaqué de toutes parts? Je trouve que la configuration graphique n'est pas du tout bonne. Elle est très baissière. Et ce n'est pas du tout pour moi une opportunité de rentrer. Si on le fait, on peut le faire via un investissement extrêmement agressif sur, par exemple, des turbos, des varans, pourquoi pas. En positionnant la barrière comme un stop? Oui, voilà, c'est bien sûr. Maintenant, si vous voulez, ça veut dire, quand on achète une valeur comme ça, dans une configuration comme celle-ci, donc, ça veut dire qu'on a une forte conviction sur la valeur. Si vraiment on a cette conviction, pourquoi pas? Mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas. C'est sujet, en effet, à ce que disait Nicolas, des aléas politiques extrêmement puissants. Donc non, voilà, je trouve qu'il y a certainement mieux à faire ailleurs. Vous savez, sur les marchés, il ne faut pas vouloir faire pour faire. Donc on regarde une valeur. Si on hésite, c'est pas bon. Il faut que ça soit clair. Et quand c'est clair, on y va. Voilà. Il y a tellement de possibilités autres que c'est dommage. Ça ne fait pas partie de votre valeur sélectionnée. Dorian, un droit de réponse? Bien sûr. S'il vous plaît. Paradoxalement, moi, ce que j'espère, mais c'est un autre débat, c'est d'atteindre ce niveau de 430-35. Le fait que ce soit baissier à court terme, quelque part, m'arrange pour attraper un meilleur point d'entrée. D'accord. Quant au verrou psychologique que je peux partager, je défendais il y a quelque temps exactement le même scénario sur Thales, qui pour le coup est beaucoup plus diversifié dans l'aérospatial, etc. Ce critère-là, je l'entends parfaitement. Après, techniquement, moi j'ai une conviction sur le fait que, effectivement, du Lockheed Martin, malgré cette menace, c'est vrai, de cesser le feu, sur du 430 et surtout 415, on a là 2 excellents points d'entrée, mais à nouveau que pour du court terme et amplifié par l'effet de levier du turbo. Merci beaucoup Dorian. On va passer maintenant à Microsoft avec Jean-Louis. On regarde si le chronomètre est bien placé. Je regarde mes écrans de contrôle, c'est exact. Donc 3, 2, 1, c'est parti Jean-Louis, à vous. Alors Microsoft, évidemment, tout le monde connaît. Ils sont mal embarqués dans différentes affaires, notamment le rachat d'Activision qui ne va pas se faire, enfin qui ne se fera pas, certainement. Et ils ont fait un petit warning là. Donc les chiffres ne sont pas bons. Ce qui fait qu'en effet, si la valeur est sur des niveaux de prix bas, c'est qu'il y a des raisons fondamentales.
l'intérêt de regarder Microsoft et l'intérêt justement de voir l'impact des résultats et du warning, c'est de voir peut-être aujourd'hui, demain, est-ce qu'on va franchir ou pas les 246? Donc là, pour moi, si vous voulez, la situation technique, elle est claire, nette et précise. Vous avez un niveau de résistance, si vous voulez, sous 246, un achat stop qui se déclenche, un écart potentiellement élevé vers, premièrement, 263 et pourquoi pas 290 si les marchés américains sont porteurs dans les prochains mois, et si Microsoft rattrape son retard. Pourquoi pas? Parfait, merci beaucoup. Jean-Louis, c'était très clair. Alors, nous avons Dorian. Nicolas, prenez vos raquettes de ping-pong, s'il vous plaît. Donc, on a trade et on a mi-figue, mi-raisin. Vous allez nous l'expliquer, on va commencer par Dorian. Fondamentalement, c'est un peu la même tendance de fond que sur Alphabet. C'est-à-dire qu'on a un fleuron technologique exceptionnel bradé. On vient tabler sur un rebond. Tu évoquais le retour sur les 290, donc sur les plus hauts, si je ne me trompe pas, de février ou d'un peu plus tard, mais en tout cas, bref, de 2022. C'est sensiblement la même chose. À titre personnel, en GAFAM, bien sûr, je préfère Alphabet. Mais Microsoft, oui, super dossier. Qui plus est avec le récent investissement sur ChatGPT. Ouais. Là aussi, il y a une volonté de diversification. Cette intelligence artificielle qui permet de rédiger. On sent aussi, là aussi, la volonté de se diversifier en direction de l'intelligence artificielle. Donc je retrouve des arguments que j'ai défendus, donc oui. Intéressant. Alors Nicolas, vous êtes plutôt plus mesuré, on va dire. Alors je suis mi-figue, mi-raisin. Côté positif, effectivement, la diversification, les dernières bonnes nouvelles concernant l'intelligence artificielle où Microsoft veut se caler. Ça, c'est une bonne chose. Là où je suis dubitatif, moi, c'est sur le Nasdaq. Tout le monde dit qu'il faut acheter les valeurs du Nasdaq, tout est décoté, tout ça. Quand on regarde le Nasdaq, il est encore bien plus haut que son point bas lors du Covid, il est bien plus haut que les cours d'avant Covid, et j'ai l'impression qu'on a fait une bonne partie de la correction, mais qu'on n'a pas forcément encore tout purgé. J'ai aussi surtout l'impression qu'on ne passe pas d'un marché baissier à un marché haussier, et qu'on pourrait avoir un marché de range pendant encore quelques mois, parce que ne l'oublions pas, les valeurs technologiques sont sensibles aux taux, et les taux vont faire quoi ? A priori, ils vont continuer de monter. Voilà. Donc tout le monde est là. Que ce soit en Europe, aux États-Unis. Tout le monde dit les taux vont arrêter de monter, le QE va revenir, donc les marchés doivent repartir. Mais quand et moi, dans mes lectures macroéconomiques, en fait, les taux vont monter. Et l'inflation pourrait aussi se stabiliser sur des niveaux élevés. Auquel cas, il se pourrait que en fait, le rebond du Nasdaq ne soit qu'un rebond technique dans une dynamique de fond qui reste baissière. Et là où j'aime bien le côté très court terme, c'est la propreté du niveau à 246. Voilà, ça passe, ça pète, on rentre, on tente, ok. Ce qui me dérange juste, c'est la proximité du niveau des 250. C'est le fait qu'elle vient de publier. Donc en fait, on peut avoir une ouverture à 245, on monte à 250 en séance, on redescend à 244 et on se fait balayer en fait. Parce que il va falloir être très attentif. Volatilité, volume, volonté d'intervenir des opérateurs. Droit de réponse, Jean-Louis. Non, mais j'ai choisi en fait une configuration de marché sur une valeur américaine riche d'enseignements. C'est-à-dire, on est face à des marchés qui ont déjà bien rebondi, face à de nombreuses valeurs qui ont beaucoup progressé. Il y a l'idée, chez beaucoup de gens, d'aller chercher des valeurs en se disant « elle finira bien par rattraper ». Et plutôt que de l'acheter sur, comme ça, une idée très discrétionnaire, on va dire, là, si vous voulez, c'est précis. Il y a une configuration à exploiter. Ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Mais ça respecte des règles précises d'analyse technique, d'analyse, disons, chartiste. Oui. Et c'est pour ça que que je vous ai proposé de regarder Microsoft en me disant, mais ça se trouve, elle ne déclenchera pas. Ah oui, oui. Et tant mieux, parce que du coup, ça validera l'intérêt et la pertinence de l'analyse chartiste. Merci beaucoup, Jean-Louis. C'était très intéressant. Merci à tous. Maintenant, on va passer à la rubrique quiz. Rubrique quiz ou à vos marques, comme vous l'avez lu sur le jingle avec Léa Gézéquel. Aujourd'hui, vous allez nous parler évidemment
des actions américaines. C'est une spéciale action US. Exactement. Donc on continue avec le quiz, messieurs. C'est parti. Je rappelle les règles du jeu. Tant que je n'ai pas énoncé toutes les réponses possibles, personne ne buzz sous peine de disqualification immédiate. Première question, c'est parti. Attention, c'est à la baguette ici. Hein. Parmi ces valeurs, laquelle n'est pas une entreprise d'origine américaine? Réponse 1, Mondelez. Réponse 2, Akamai Technologies. Réponse 3, Spotify. Dorian. Spotify. Bien joué, Dorian. Effectivement, Spotify Suédois. est suédois. Le siège social est basé à Stockholm. Et bien qu'elle soit cotée sur le NYSE, ce n'est en aucun cas une action américaine. Alors, pour Dorian, oui, bien sûr. Akamai Technologies, qui est une valeur cotée au Nasdaq, et vient d'un mot hawaïen qui signifie intelligent et spécialisé dans les serveurs. Mondelez, quant à elle, est une valeur qui signifie mundus et deles. Mundus, un mot latin qui signifie monde, et deles qui signifie delicious en anglais. Donc voilà, c'est une valeur US aussi. Bravo Dorian. On en apprend beaucoup aujourd'hui. Hein. Merci pour cette étymologie. Alors, 1 point pour Dorian, 0 pour Jean-Louis, 0 pour Nicolas. Très intello, hein. Ouais, très intello aujourd'hui. Deuxième question, plus graphique, vous inquiétez pas. Laquelle de ces actions US a le plus souffert en 2022? Petit 1, Meta. Petit 2, Google. Petit 3, Nike. Je crois que c'est Nicolas. Il me semble que c'est Nicolas aussi. Faut pas que je me plante du coup. Absolument. Moi je dirais Meta. Oui, Alors, il a fait effectivement. -60%. Moins 64%, très bien Nicolas. Effectivement, Meta qui a particulièrement souffert d'une baisse de ses revenus publicitaires et d'une augmentation de ses coûts, et ce qui s'est soldé par un plan de licenciement massif avec 13% des effectifs. Ensuite, on a Google à moins 39% quand même, une performance négative qui se remarque, qui aussi a parlé de plan de licenciement, mais les récents développements avec l'acquisition d'OpenAI, ChatGPT dont on parlait, lui redonnent un petit peu de couleur en ce début d'année 2023. Et enfin, Nike, moins 30% en 2022, qui souffre particulièrement, lui, de la fermeture du marché chinois, qui est un de ses principaux marchés. Nicolas 1 point, Dorian 1 point, Jean-Louis 0. Allez Jean-Louis, allez Jean-Louis. Ah ben vous l'entendez pas mon boss. Allez Jean-Louis, troisième question. Quel a été le sous-jacent US le plus échangé en 2022 sur les produits de bourse Société Générale? Amazon, Tesla ou Boeing? C'est Jean-Louis. Dorian. Non. Non, Dorian. Tesla. Tesla, effectivement. 22% des transactions sur produits US chez Société Générale ont été réalisées sur Tesla, car grâce aux produits de bourse, comme vous le savez, on peut investir à la hausse, mais aussi à la baisse, qui a été profitable pour certains investisseurs l'année dernière. J'ai vu, alors je ne citerai pas de concurrent, mais que ça a été l'action la plus achetée, mais aussi la plus vendue ou deuxième plus vendue sur 2022. Sur les donc ça produits de m'étonne pas. bourse. D'accord. Ouais. Alors, 2 points pour Dorian, 1 point pour Nicolas, 0 pour Jean-Louis. On y va, 4e question. Quelle est la seule action américaine à signer un début d'année boursier dans le vert Coca-Cola, Kellogg's ou Coty? Coca. Non. C'est reparti. J'aurais dit Coca Allez-y. aussi. C'est Coty, bien C'est évidemment. Coty, On ne pas confondre effectivement. avec René Coty. évidemment. Non, Coty, c'est le parfumeur US qui est spécialisé donc, dans la parfumerie et les produits de maquillage, qui a des marques très connues comme OPI, Lancaster, Vela, et qui bénéficie énormément de la réouverture de la Chine et d'un pricing power très favorable. On rappelle ce qu'est un pricing power, c'est la capacité des marques, notamment sur le créneau du luxe, de pouvoir augmenter leur prix et de répercuter ainsi l'inflation sans rogner sur leur marge. Merci beaucoup. Donc 2 points pour Nicolas, 2 points pour Dorian. Question décisive. Jean-Louis, vous êtes hors course après avoir gagné brillamment la dernière fois. Elle avait monté avant en fait, je crois, c'est ça. Oui, Coca-Cola, elle est à moins 6% et Kellogg's à moins 5%, les valeurs de la grande conso américaine. Elles ont un pricing power beaucoup moins favorable et s'en sortent moins bien en début d'année. Elles s'en étaient mieux sorties Ouais, que les elles valeurs avaient moins technologiques. souffert, les Voilà. Ouais, exactement. Les rotations. Dernière question. Dernière question. Chez Société Générale, sur quelle tranche horaire les produits de bourse ayant pour sous-jacent une action US sont-ils les plus négociés? De 8h à midi, de midi à 17h30 ou de 17h30 à 22h? C'est Jean-Louis. Est-ce que c'est intuitif ou contre-intuitif? C'est ça la Il avait le question. droit de répondre, Jean-Louis, ou c'était contre nous? Bonne question. Moi je dirais 17h30, 22h, je prends le risque. Non, Jean-Louis, désolé, on essaie, mais ça marche pas. 12h, 17h30. Effectivement, 49% des échanges se font entre 12h et 17h. Mais j'aurais dit comme toi.
Bravo Dorian, 3 points, 2 points pour Nicolas, 0 points pour Jean-Louis. Vous prenez votre revanche sur vos 2 contradicteurs tout à l'heure. Bravo, le coup de cœur des traders. Vengeance. Bravo, vengeance, exactement. Merci à tous et à la prochaine fois. Merci.